tous. Merci de venir à notre talk sur Electron. Donc, on va parler de desktop et de web, et on va voir en quoi Electron vous aide à faire les deux ensemble. Juste pour savoir déjà, qui dans la salle finalement fait du desktop aujourd'hui? Il n'y a pas grand monde, hein. Vous faites ça en quoi? Bon, il y en a un, je pense savoir en quoi. Swift? Swing? Ah, pas de chance. Ok, on va voir que finalement faire du desktop en 2016, ça peut être fun quand même. Donc bonjour, moi c'est Yvonique Frein. Je suis consultant chez Zenica. Donc j'ai plutôt un profil front-end où j'ai pas mal fait d'Angular. Puis là en ce moment je suis plutôt sur du React. Et donc nécessairement quand au détour d'un article j'ai pu lire qu'on pouvait éventuellement faire du desktop avec des technologies front, j'ai sauté sur l'occasion quoi. Donc moi c'est Eric Briand. Donc pareil, hein, je viens de Zenica Nantes. Ça fait une dizaine d'années que je suis un petit peu touche à tout. Donc, je fais du Java, du JavaScript. Et moi en fait ça m'a beaucoup plu en fait Atom, et du coup j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière, et en fait j'ai vu qu'il y avait Electron. Donc du coup c'est comme ça que je suis tombé dedans. Donc on va vous montrer tout ça. Donc ce qu'on va vous présenter, donc c'est finalement qu'est-ce que c'est le projet Electron. Donc on va voir tout ce qu'il y a, tous les principes qu'il y a derrière, son écosystème, son architecture, du code. Donc là on va coder une petite application, un même générateur en Electron. Vous allez voir, du coup, ça se fait quand même relativement facilement. Et puis après, on va voir tout ce qui est stratégie de build et puis un peu nos retours par rapport à cette technologie. Donc, déjà, on peut se poser la question. En 2016, on est à l'ère du web, quoi. Pourquoi faire du desktop? Bon, à part ceux qui font du swing, hein, j'imagine que c'est pas de leur propre chef. Hein. Finalement, au jour le jour, hein, on va le voir quand on fait du live coding, on va utiliser des applications, on ne va pas être dans le web, dans un browser tout le temps. Donc pourquoi? Tout simplement déjà parce que via un navigateur, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités d'un OS. Rien que pour des problèmes de sécurité. On va sur des sites web, on n'est pas trop sûr de ce qu'on va exécuter comme code, donc du coup c'est sandboxé, c'est bien protégé. Une application desktop, elle n'a généralement pas ce genre de limitation. Il y a aussi le confort d'utilisation. Sur un site web, on n'a généralement pas vraiment des raccourcis clavier, ou on en a très peu. On n'a pas de raccourcis clavier globaux. Donc les applications desktop, il y a toujours ça qui est en plus. Il y a le fait aussi de pouvoir monétiser son application. Monétiser un site web, il faut avoir un accès payant, mais on ne peut pas vendre un site web. Et le dernier point que je trouve intéressant aussi, c'est la visibilité sur un poste. Quand on utilise une application, on a son icône, on a, dans le menu, on le voit. Enfin, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'accéder très rapidement. Les gens qui maintiennent l'application web et desktop en même temps, donc par exemple, il y a les gens de chez Slack qui le font, ils expliquent que finalement, en analysant le comportement de leurs utilisateurs, ils s'aperçoivent que les gens qui utilisent l'application desktop sont quand même un peu plus efficaces. Bon, Slack, on ne peut pas parler d'efficacité. Mais d'autres applications, on voit que finalement, la manière d'utiliser des applications, même finalement c'est la même fonctionnalité, les gens le font de manière plus fluide sur un desktop. Et du coup, pourquoi faire du web pour faire du desktop? Comme je viens de dire, on est en 2016, on fait du web partout, on a des centaines, des milliers de librairies, on a du layout, du templating, du routing, enfin on a tout ce qu'on veut. Et donc c'est vraiment, c'est un écosystème tellement riche que du coup, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut avec tous les frameworks existants. Il y a une communauté qui est vraiment importante. On est vraiment, vous êtes déjà tous là, je pense que vous faites tous plus ou moins partie d'une communauté. Et on partage énormément en connaissances. Si vous avez une problématique, il y a déjà quelqu'un qui l'a résolue. Donc autant capitaliser là-dessus. Aussi, grâce à V8, donc le moteur de chez Google, on a des performances qui sont vraiment quasiment proches du natif. Donc c'est vraiment intéressant maintenant. On n'est plus il y a 10 ans en arrière où le JavaScript c'était lent, c'était buggé. Maintenant c'est quelque chose de très efficace. Et puis faut pas se voiler la face, hein. C'est quand même plus facile de faire du web que du desktop. Hein. Enfin, s'il y a des gens qui ont fait du MFC ou encore du swing, ils en savent quelque chose. C'est quand même plus simple. Donc finalement, c'est avec tous ces principes-là que GitHub il a voulu créer
quelque chose par rapport à ça. Donc eux, leur objectif à la base, c'était de faire un éditeur donc, qui s'appelle Atom. Donc, je ne sais pas si vous utilisez tous Atom, peut-être au quotidien, je ne sais pas. Et donc ils ont développé Atom, ils ont commencé, je crois que c'est en 2013. Et du coup, pour faire Atom, ils ont fait un framework. Et donc ce framework, au départ, il s'appelait Atom Shell. Donc c'était vraiment orienté pour l'éditeur Atom. Et puis du coup, quand ils ont publié Atom, ils ont rendu public le framework avec lequel ils ont fait, donc Atom Shell, qui a été renommé après Electron. Et du coup, depuis juillet 2014, donc il est disponible en open source. Donc c'est un framework avec lequel vous allez pouvoir créer donc, des applications desktop natives cross-platform. Donc on va voir en fait, c'est compatible Windows, Mac, Linux, du 64 bits, du 32 bits. Il y a même de l'ARM, pas pour Windows, mais bon maintenant Windows ARM, bon voilà. Et c'est vraiment quelque chose en fait où ils ont voulu vraiment rendre les choses simples. Atom, c'est un éditeur. Le but, c'est d'être finalement très facilement hackable. Vous allez voir qu'Electron, finalement, c'est dans cet esprit de simplicité que ça a été fait. Et donc c'est sur GitHub, hein. Forcément, GitHub qui l'a créé. Ça serait ailleurs, ça serait bizarre. Et j'ai pas appuyé. Voilà. Donc, juste pour être macro, finalement, Electron, qu'est-ce que c'est? C'est du Chromium, du Node.js et du V8. Chromium, donc c'est la version open source, enfin c'est la base open source de Chrome, donc c'est un navigateur. Le Node.js, donc c'est le serveur d'application en JavaScript, pareil, je pense que vous en servez plus ou moins. Et V8, donc c'est ce qui fait tourner tout ça. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est que les deux technologies tournent avec le même moteur JavaScript. Donc on va voir en quoi c'est intéressant, c'est que du coup vous allez avoir le même code partout. Et donc tout ça, ça communique ensemble. Et il n'y a pas, voilà, encore une fois, il n'y a pas eu de il n'y a pas de nouvelle technologie qui a été apportée. Ils n'ont pas réinventé la roue, ils ne vous ont pas fait apprendre quelque chose de nouveau. Ils ont vraiment réutilisé déjà des choses qui marchaient bien, ils les ont juste packagées ensemble. Et vraiment, du coup, c'est ça qui fait la force, je trouve, d'Electron. Aussi, voilà, quand on est sur du web, on n'a pas les mêmes problématiques que le desktop. Et du coup, le but d'Electron, c'est de répondre à pas mal de problématiques de desktop. Donc la première, typiquement, c'est la mise à jour. La mise à jour d'une application desktop, il faut réussir à la distribuer à tout le monde. Et ça a été directement pensé dans Electron. Il y a déjà ce qu'il faut pour que vous puissiez très facilement mettre à jour vos applications. Il y a aussi tout ce qui est intégration native. Si on fait une application desktop, on a envie d'avoir un menu, on a avoir des raccourcis clavier, des notifications, donc on verra comment faire. Mais voilà, tout ça a été pensé directement pour que ça vous rende, que vous ayez vraiment pas de difficulté à le faire. Tout ce qui est reporting de crash. Encore une fois, pareil, on n'est pas sur un serveur où on peut juste capter toutes les erreurs. Là, on est sur chacun des postes des clients. Donc il y a déjà des mécanismes de remontée d'erreurs qui ont été pensés. Tout ce qui est debugging et profiling, même si on est sur des standards, donc Node, Chromium, donc il y a déjà pas mal d'outillages qui existent pour faire du debugging, du profiling, et même les spécificités qui ont été intégrées avec Electron, ils ont déjà pensé comment vous pouvez très facilement débugger tout ça. Et la dernière problématique, finalement, aussi, c'est tout ce qui est installeur. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà confronté de comment faire un installeur. C'est vraiment pas évident. Ils ont aussi pensé à tout ça. Donc les installeurs Windows, tout ce qui est packaging pour Mac, tous les App Store, tout ça, ça a été déjà pensé. Donc c'est vraiment, ils ont une vraie application Atom, où ils ont déjà pris plein de murs. Déjà, ils vous ont déjà donné tous les outils pour résoudre tous ces problèmes. Donc au niveau de l'activité du projet, c'est un projet qui, qui vient de passer les 35 000 stars. Donc ça le rend aussi populaire en fait qu'un projet comme Swift. Donc si vous vous intéressez au langage, vous savez quand même que c'est un langage qui est quand même pas mal populaire en ce moment. C'est à peu près aussi populaire comme projet. Donc c'est vrai qu'en France, on n'a pas encore trop la vision de ça. Aux États-Unis, Electron, c'est un projet il se retrouve partout, quoi. C'est assez impressionnant. Il y a à peu près 4000 forks et 450 contributeurs. Donc au niveau des contributeurs, par contre, c'est assez restreint comparé à un projet qui est à peu près aussi populaire, Docker. Moi, c'est mon explication à moi, au doigt mouillé, hein, mais c'est vu que c'est un projet finalement en C++, parce que il faut quand même à un moment écrire du code pour le natif. Je pense que ça rend l'accès au code source en lui-même d'Electron moins facile.
Mais en tout cas, voilà, c'est sur GitHub, donc si vous êtes chaud, vous pouvez faire des PR. Enfin, s'il vous manque des choses, allez-y, faites-vous plaisir. Au niveau des releases, c'est un projet vraiment actif. Mais alors, je crois que les slides, je les ai mis à jour je ne sais pas combien de fois pour le numéro de version. Bah, typiquement, hier soir, j'ai dû mettre à jour parce qu'elle est sortie hier, cette version, elle a 1.4.0. Donc ça vraiment, ça dépote, quoi. Donc pourquoi en fait il y a des mises à jour assez fréquentes? Bah, comme on a vu que ça dépend de Chromium et de Node, ils essayent au maximum de coller aux versions de ces deux produits et les évolutions aussi de V8. Donc typiquement, avec la 1.4.0, ils sont montés en Node 6.5.0. Donc bon, la 6.6 elle est sortie hier, donc ils n'ont pas pu l'intégrer. Mais voilà, ils essayent quand même de... Généralement, voilà, on a une ou deux versions de retard, mais grand maximum, quoi. Voilà, typiquement, mon Chrome il était moins à jour que la version d'Electron. La 1.0 elle est sortie donc au mois de mai de l'année dernière. Donc elle s'est surtout accompagnée finalement avec tout ce qui est documentation. Donc on va regarder un petit peu la documentation là, pendant le live coding et vraiment elle est très très claire. Enfin honnêtement, Ivonik et moi on est rentré dans le sujet très facilement parce que la doc elle est vraiment nickel, quoi. Elle est vraiment très simple d'accès avec des bons exemples, avec des cas concrets. Enfin vraiment elle est très, très intéressante. Et donc leur politique aussi de mise à jour, donc c'est, comme je vous disais, c'est collé aux dernières versions, donc avec une majeure tous les mois. Et à noter aussi que par contre, ils n'appliquent pas la norme SEMVer. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le SEMVer, en fait, c'est la possibilité donc, de mettre à jour, enfin de déterminer les politiques de mise à jour automatiquement. En fait, leur problématique derrière, c'est que vu qu'ils collent aux versions de Chrome et de Node, ils disent on peut pas faire du SEMVer avec ça parce que dès qu'on change la version de Node, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas de cassage de compatibilité, etc. Donc, ils vous conseillent quand vous faites du Electron, dépendez d'une version bien précise, jamais de mise à jour en automatique. Un autre point aussi, c'est que donc là on est en 1.x. Avec la 2.0, ils annoncent déjà qu'il va y avoir du cassage de compatibilité d'API. Bon, honnêtement, la doc, vous explique c'est quoi le cassage d'API, ça va être 3 lignes de code à changer, hein, donc ça va. Donc c'est une API qui est quand même relativement stable maintenant. Au niveau des alternatives, donc Electron finalement c'est pas le premier à avoir fait ça. Le premier à avoir fait ça c'est Node WebKit qui s'appelle NWJS maintenant. Donc c'est un projet en fait qui est basé sur les mêmes technologies. C'est du Chrome, c'est du Chromium et du Node. C'est un projet qui est sponsorisé par Intel derrière. Donc c'est pareil, hein, c'est un gros. Il y a quand même pas mal d'applications qui tournent là-dessus. Elles sont peut-être moins connues par contre que ce qui fait tourner Electron. Et c'est un paradigme un petit peu différent. Typiquement Electron, on va voir, on bootstrap notre application avec du JS, alors que notre WebKit, on va bootstrapper avec un HTML. Personnellement, je trouve que c'est un peu moins pratique parce que du coup, l'avantage d'Electron, c'est qu'on va pouvoir faire des choses avant le démarrage d'une appli, alors que là, notre WebKit, on va démarrer sur une page. Du coup, ça laisse moins à la customisation. Et il y a un petit concurrent qui arrive, qui s'appelle React Native. Donc à la base, c'était un projet qui était vraiment pour faire des applications natives, mais côté mobile. Et vu que ça marche bien, ils ont commencé à vouloir faire du desktop. Donc là, typiquement, Microsoft et Facebook, ils ont commencé à parler entre eux pour dire, voilà, sur l'App Store de Microsoft, maintenant, on va pouvoir mettre du React Native pour faire de l'application desktop. Donc c'est un projet qui est vraiment déjà très intéressant. Et pour le desktop, ça devient intéressant. Donc pareil à surveiller aussi. Et donc finalement, je vous ai dit, Electron c'est bien tout ça, mais est-ce qu'il y en a qui s'en servent? Oui, beaucoup. Donc le premier, forcément, Atom. Donc deuxième, je pense Slack. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Slack, c'est bizarre. Donc Slack, la version desktop de Slack aussi. Visual Studio Code, donc un produit Microsoft, et ils s'appuient sur Electron pour faire leur Visual Studio. Donc c'est quand même, ils croient en la technologie aussi. Hein. Après, il y a du Docker, donc qui est thématique, donc l'application pour s'initier avec Docker, commencer les premières commandes. Et du Postman. Donc c'est quelqu'un qui a fait du reste, il connaît bien. Et vraiment, il y en a mais des myriades. Tous les jours, il y en a une nouvelle. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, c'est vraiment c'est quelque chose qui vraiment se développe énormément. Il y a vraiment de tout. Il y a des applications payantes, open source ou non, gratuites. Enfin, il y a vraiment de tout.
Donc Electron, en fait, s'accompagne aussi d'un écosystème, parce que bien sûr, il n'y a pas que GitHub qui travaille sur le projet, il y a toutes les personnes qui l'utilisent, qui en fonction de leurs besoins sont venues apporter tout un ensemble de librairies. On les a regroupées selon 4 utilisations principales en fait, de ces librairies. Donc à savoir tout d'abord tout ce qui est visuel. On va retrouver par exemple un espèce de bootstrap en fait, spécifique à Electron qui va venir vous apporter tout un ensemble de composants en fait, qui ont un design très orienté Mac. Donc bon, faut aimer cet aspect visuel-là, mais c'est toujours pratique. Ou aussi, par exemple, par rapport à cet aspect visuel-là, on a aussi des aimants pour gérer vos fenêtres plus simplement. C'est-à-dire que l'API déjà d'Electron est simple à ce niveau-là, on le verra un peu plus tard, mais il y a quelques petites améliorations qui peuvent être apportées justement par ces plugins-là. En termes de packaging, il y a déjà un plugin en fait out of the box qui est produit par Electron, qui va vous permettre globalement de déployer sur toutes les plateformes généralistes, mais on va pouvoir trouver aussi des plugins qui ont été faits par la communauté pour des plateformes plus spécifiques, par exemple Red Hat. En termes de tools donc, qui sont plus orientés donc, pour nous les développeurs, on va avoir en fait des éléments comme tout à l'heure on le disait pour pouvoir traquer les bugs ou des choses comme ça qui ont été faits soit par Electron soit par la communauté pour faciliter en fait votre travail avec Electron. Et finalement, comme on en parlait tout à l'heure aussi, qui est une des problématiques les plus importantes du desktop, tout ce qui est updater. Et alors là, on a des choses qui peuvent être vraiment assez variées, allant du plugin qui vous permet de faire votre propre serveur de mise à jour, ou carrément qui vous permet de vous relier à un repository Git et de venir automatiquement mettre à jour les clients. Donc si on plonge un peu plus en fait, dans la vision macro qu'on a eue tout à l'heure, Electron en fait, est composé donc, d'un main process qui va être là principalement en fait, pour traiter les opérations lourdes. Donc vous avez déjà un node à l'intérieur et ici on va faire plus tout ce qui est interaction native avec la machine qui risquerait en fait de ralentir votre UX. Puis ensuite on a donc tout ce qui est renderer process. Donc les renderer process en fait au final ça va représenter une fenêtre dans votre application où là aussi vous avez Node. C'est-à-dire que directement dans le HTML vous allez pouvoir utiliser l'API de Node. Et donc le tout communique en fait par l'IPC. Donc l'IPC, c'est pas nouveau. En fait, c'est déjà présent dans Chromium à la base. Ça s'appelle l'Inter-Process Communication. En fait, ça va permettre de communiquer entre vos différents processus. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, tous ces processus-là, ce sont des boucles du moteur V8. C'est-à-dire que chaque processus a sa propre boucle. Et donc, il va falloir trouver une stratégie justement pour communiquer entre eux. Donc cet IPC, en fait, tout simplement, le main process va servir de passe-plat entre vos différentes fenêtres. Donc justement, on disait qu'il servait principalement à gérer les fonctionnalités système, mais c'est aussi seulement lui qui peut instancier en fait, des nouvelles fenêtres et qui va pouvoir gérer en fait, les références à vos fenêtres, parce que si votre fenêtre perd sa référence, par exemple, elle se ferme. Donc il va falloir gérer ces stratégies-là dans le main process. Et donc, le renderer process, tout simplement, c'est quoi? C'est une page HTML, comme sur un site, rien de plus compliqué. Vous avez votre page HTML, votre code JavaScript. Vous pouvez utiliser dedans, en fait, toutes vos librairies que vous utilisez au quotidien quand vous faites du web. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir utiliser pour du desktop l'écosystème très riche qu'on a à l'heure actuelle dans le monde de l'open source. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, au final, une fenêtre est attachée à son propre renderer process. Donc l'IPC, donc comme je vous le disais, il est basé sur Chromium et en fait les messages vont pouvoir seulement être envoyés depuis les fenêtres. C'est une petite particularité en fait qui peut être un petit peu difficile à appréhender. C'est-à-dire qu'on va envoyer des messages depuis les fenêtres vers le main process et si on a besoin de communiquer avec une autre fenêtre, c'est le main process qui va se charger de rediriger le message vers la référence d'une autre fenêtre. Donc maintenant, on va passer à une petite démonstration donc, de live coding où on va faire une application qui va nous permettre de générer des mèmes. Et donc je vais laisser Eric prendre la parole pour vous expliquer tout ça. J'ai des anti-sèches parce que c'est un peu long. Donc on va commencer déjà par vous montrer finalement
quand on commence avec Electron, finalement, à quoi il ressemble notre projet? Pour les gens qui font du Node, je pense qu'ils s'y retrouvent déjà. Hein. Il y a un package JSON qui est standard, avec les dépendances, avec les scripts. Voilà. Il n'y a aucune spécificité à Electron, à part le fait d'avoir Electron. Donc la dépendance Electron, c'est une dépendance NPM comme une autre. Hein. Pour info, elle a été renommée Electron récemment, je crois, c'était quand? Il y a un mois, ouais. Parce que là, on a encore l'ancienne version, mais avant, ça s'appelait Electron Pre-Built, et il y avait quelqu'un d'autre qui avait la librairie qui s'appelait Electron. Il a fait votre projet, il est trop génial. Je vous donne le nom sur NPM, donc nickel. Et donc voilà. Sinon, l'organisation du projet en lui-même. Donc, on a un main.js, donc qui est par convention le point d'entrée de votre application. Donc, quand on va lancer Electron, lui va chercher ce fichier-là. Et derrière, après, on a du HTML, du CSS, des images. Donc là, on a vraiment du HTML vanilla. Il n'y a pas de spécificité, c'est vraiment une page quelconque. Donc, comment démarrer notre application? Donc, il faut savoir que pour avoir les API Electron, il faut faire un require Electron. Et donc, c'est à partir de là que vous aurez toutes les API Electron. Et donc, pour démarrer notre appli, donc on va instancier une première fenêtre où on va afficher notre index HTML. Donc notre application, quand elle va être démarrée, quand elle va être prête, on va pouvoir donc dire, on va créer une nouvelle fenêtre et dedans on va injecter, on va lui dire, affiche le index HTML. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la syntaxe, là c'est de l'ES6, donc c'est la nouvelle version de JavaScript. Il faut savoir qu'on est sur du Node, donc ES6 est géré à 99% maintenant, donc ils y sont presque, hein, il manque juste les imports. Et donc voilà, on a une syntaxe quand même qui est plus gère que du JavaScript standard. Et on va voir c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, côté navigateur et côté renderer et côté main, on a la même syntaxe. Par rapport à la window, donc on peut passer des paramètres. Donc là, typiquement, on a juste passé la taille de la fenêtre. On va voir derrière qu'il y a énormément de paramètres différents, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et donc pour pouvoir afficher le HTML, tout ce qu'on va dire, c'est juste où est le fichier. Donc là, on voit qu'on accède directement au fichier, hein. Il n'y a pas besoin de passer par HTTP. Donc on utilise vraiment l'API Node, PAF, quelconque. Il n'y a pas de... C'est là qu'on voit que finalement, on est vraiment en mode sandboxé, on n'a pas besoin de passer par un serveur ou quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a dit le chemin vers le index HTML, on a juste à lancer notre application. Donc là, pour information, nous on a mis du npm et du gulp, mais pour lancer l'application, il suffit juste de dire Electron. Enfin voilà, on dit bootstrap, Electron bootstrap dans le répertoire courant et normalement ça fonctionne direct. Ah oui, t'es chaud là, tu le fais. Tant pis. Tant pis. Vas-y, CTRL-C. Voilà. Vas-y, relance-le. T'essaies quand même? Non. J'arrête. Okay. On s'est dit ça tout à l'heure, hein. Ce midi, on s'est dit, tiens, en fait, c'est vrai qu'on ne monte pas Electron point. Donc, et puis on s'est dit, oh non, on va pas essayer de le faire maintenant. Donc, il a essayé quand même. Non, pas nécessairement, en fait, justement, pendant... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Justement, ce serait en fait très complexe de packager à chaque fois qu'on veut tester. Donc en fait, c'est tout simplement un CLI en fait qu'on appelle et qui justement va venir lancer Electron. Pour lancer avec Electron, il faut packager d'abord pour intégrer ce qu'on avait fait. Pour le lancer avec Electron, il faut packager d'abord. D'accord. Ok, on se renseignera plus sur ce point-là. Donc vas-y. Ce qu'on a vu aussi, que c'était quand même pas mal sensible à chaque version. Il valait mieux tout vider parce que sinon, voilà. Donc sinon, juste par rapport, on mettait la taille en fait là dans le browser Windows, mais il y a une pléthore en fait de propriétés qui sont disponibles, qui vont aussi bien du fait de cacher en fait le bandeau autour de votre fenêtre. Ou empêcher par exemple qu'on puisse la bouger ou la redimensionner. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. L'API est très riche et elle est très bien documentée en fait. Comme vous le voyez, chacune des propriétés en fait est expliquée. Donc c'est vraiment pratique.
Donc on va lancer l'appli quand même. Oui, mince. Vas-y. Je l'avais fait. Ouais, non, mais c'était pour montrer un peu déjà en fait de base. Donc là, on avait juste un HTML et en fait, ce que je voulais montrer, c'est finalement, c'est que bah, même avec qu'est-ce qui se passe? Je me suis raté. Autant pour moi. On va y arriver. Tac. Run dev. Hop. Voilà. En fait, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que par contre, c'est que typiquement, bah, on a déjà quand même pas mal de menus système déjà, en fait, déjà packagés. Donc là, il y a quand même, bah, voilà, le copier-coller, tout ça. Et en fait, on a déjà aussi tout ce qui est bah, le Developer Tools. Et donc là, pour les gens bah, qui font du développement web, bah, on retrouve les Developer Tools Chrome standard. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, sans aucune complexité, on a déjà tout ce qui est tout ça. Donc maintenant, bah là, on a un petit Hello World, donc on va commencer maintenant à faire un petit peu plus que ça. Hop. Donc typiquement, maintenant, on est dans. Donc vu qu'on affiche du HTML, on est donc dans un renderer process. Et donc, comme on vous disait tout à l'heure, le render process aussi, c'est du Node derrière. Donc on va pouvoir utiliser toute l'API Node et l'API Electron de fait aussi. Et donc on va pouvoir bah, faire du ECMAScript et directement, pareil, accéder au système de fichiers. Encore une fois, on n'est pas sandboxé, donc du coup, on peut directement accéder aux fichiers. On n'a pas besoin qu'un serveur nous distribue des fichiers. Il y a un autre point intéressant, je pense que les gens qui font du développement web, ils l'auront deviné. Depuis tout à l'heure, je ne parle que de Chromium. Donc on n'a pas besoin de gérer IE, on n'a pas besoin de gérer les vieilles versions de Firefox. Donc là, on peut se lâcher sur les fonctionnalités du HTML, des HTML5, toutes les dernières fonctionnalités qui sont gérées par Chromium, bah, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à dire « Ah oui, mais avec IE8, ça ne va pas marcher ». Donc ça, c'est quand même un truc qui est vraiment intéressant. Bah, là, typiquement, notre petit templating, il va utiliser du Flexbox. On n'a pas besoin d'utiliser de framework par-dessus pour gérer les polyfills, un truc comme ça. Et aussi, petit point, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que Electron, il ne vous impose pas du templating, il vous impose pas du routing, vous n'êtes pas obligé de faire, vous pouvez faire du single page, vous pouvez faire du multi-fenêtre, vous pouvez faire de la rafraîchissement. En fait, il n'y a aucune obligation. C'est vous développer comme vous voulez. Tac. Donc voilà. Donc, pareil, c'est intéressant. Bah, Yvonne va vous montrer. Hein, c'est qu'on a aussi les principes de développement front. Donc, typiquement, le live reload. Alors, donc là, par exemple, si j'enlève tout simplement en fait mon return et que je le remplace tout simplement par une chaîne vide, voilà, on a le live reload en fait qui est quand même une fonctionnalité qui est quand même très prisée et qui fait vraiment gagner du temps à l'heure actuelle. Et ça, c'est un plugin donc, qui a été fait par la communauté qui s'appelle Electron Connect qui nous permet de le faire. Alors, juste savoir, petite précision par rapport à ce plugin, c'est-à-dire que la manière dont il va fonctionner, c'est que pour le front, il va tout simplement recharger en fait votre page internet. Et pour le main process, malheureusement, là, il va être obligé de recharger la totalité de l'application en fait. Bah, l'exemple qu'on prenait des fois, c'est voilà, si on redimensionne la taille de la fenêtre, il faut qu'il recommence tout. Donc là, on a fait un petit bouchon donc côté renderer process. Donc là, maintenant, pour montrer la communication avec le main process, on va déplacer notre bouchon donc, dans le main process. Et donc, comme Yvonne vous a expliqué, pour pouvoir faire communiquer les deux process, on va utiliser l'IPC. Donc encore une fois, l'IPC, c'est finalement... c'est quelque chose qui va être relativement simple à utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois dépendre voilà, de l'API Electron. Donc on va récupérer l'IPC et on va envoyer un message au main process. Donc comme Yvonne vous le disait, il faut se souvenir que le main process ne peut pas envoyer de message, c'est toujours un renderer process qui va être à l'init d'un message. Donc là, typiquement, au moment où on va afficher notre fenêtre, on va vouloir récupérer la liste d'images. Donc on va envoyer un message au renderer process. Derrière, on va écouter l'IPC main
on va écouter sur l'événement en disant quand je reçois cet événement-là, je vais envoyer ma liste d'images. Pour les développeurs Node, je pense que vous reconnaissez la syntaxe. Donc c'est la syntaxe Event Submitter. Donc pareil, encore une fois, pour les gens qui connaissent Node, il n'y a pas besoin d'apprendre une nouvelle API. C'est quelque chose qui est déjà connu. Et donc côté renderer process, une fois qu'on va avoir la liste, on écoute et on va faire notre rendu à partir de cette liste. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'on va récupérer des données côté IPC qu'on va pas pouvoir accéder au système de fichiers. Donc on peut toujours accéder au système de fichiers. Voilà, donc là, typiquement, rien de bien compliqué. En fait, au final, c'est juste qu'il faut bien appréhender justement ce système de passe-plat, parce que ça peut ne pas sembler évident à la base, mais il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc là, on a vu qu'on affichait du contenu local. Il faut savoir que vu que c'est du Chromium, on pourrait très bien afficher du contenu distant. Donc à savoir que, par exemple, si vous voulez en fait, je sais pas, par exemple faire votre propre petit navigateur, comme ça a été fait par exemple par Brave, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc c'est un navigateur qui est basé sur Electron, vous pouvez le faire grâce au tag WebView. Cependant, il va falloir faire attention dans le sens où, de base, comme on l'expliquait tout à l'heure, Electron n'est pas sandboxé. Donc si vous affichez une page web directement dedans, le mieux c'est de forcer les sécurités. Donc ça peut être fait en fait au travers des paramètres. Donc tout est bien expliqué au final dans la documentation. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui ont été prévues par Electron et qui sont agréables à utiliser. Oui, ils ont vraiment. Il y a toute une partie de la doc qui vous parle de tout ce qui est sécurité. Ils vous disent. On a enlevé la sandbox, maintenant c'est votre responsabilité. Soyez responsable par rapport à ce que vous exécutez comme code. Donc faire un navigateur avec Electron, faut savoir ce qu'on fait quand même. Ah oui, petit point, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que Electron a justement en fait prévu eux-mêmes une partie du debugger en fait pour les spécificités d'Electron, qui sont en fait directement intégrés dans les DevTools. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit qu'il y a DevTron, en fait, qui est un produit qui a été fait par Electron, où là, on va pouvoir, par exemple, voir tous les event listeners de notre application. Et donc, par exemple, si on regarde ici, on voit qu'il y a notre event listener memsended. Donc on va pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a du linting aussi. Donc là, par exemple, il va se concentrer en fait sur les spécificités desktop. C'est-à-dire que, par exemple, là, on n'a pas implémenté dans le cadre où une de nos fenêtres crash, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc il nous prévient de toutes ces spécificités-là dont il faudrait s'occuper. Donc maintenant, on va montrer comment finalement rajouter une image à tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que finalement, on va faire une zone où quand on va cliquer, on va ouvrir un file dialog. Et pour ouvrir un file dialog, il va falloir envoyer un message au main process. Parce qu'il n'y a que lui qui peut instancier des choses natives. Donc là, notre renderer process va envoyer un petit message à notre main process. Et donc on va voir l'API en fait pour ouvrir un dialogue de file. On verra que finalement c'est l'API qui s'appelle file dialog de manière étonnante, avec un petit JSON de configuration pour dire quels sont les types d'images qu'on veut afficher, ce genre de choses. Il faut savoir que cette API là aussi, elle permet aussi de faire des messages, ce genre de choses. Donc tout ce que vous retrouvez dans des applications desktop, des questions, des modales.
Donc voilà, donc show open, voilà, on dit open file, les extensions qu'on veut afficher. Donc là, on a vraiment la main sur le comportement de cette dialogue. Et c'est encore événementiel. Donc une fois que l'utilisateur a fini de choisir les fichiers qu'il veut afficher, bah, il va renvoyer un petit message au renderer process en disant bah, affiche cette image-là. Là, dans le petit exemple qu'on a fait, en fait, on a voulu finalement montrer qu'on pouvait aussi faire du multifenêtré. Donc, parce que dans une application web, généralement, on fait qu'une seule fenêtre. Et là, en fait, on a plusieurs fenêtres. Donc, grâce à l'IPC, on peut communiquer très facilement entre les deux. Donc là, ça ouvre des possibilités qu'on ne pouvait pas facilement faire en web. Mais il faut savoir qu'on n'est pas obligé de faire plusieurs fenêtres. Hein. On aurait très bien pu faire du templating avec un SPA, quoi. Et donc justement, par rapport au SPA, donc je pense que maintenant tout le monde connaît aussi bien par exemple React que Angular. Donc il est largement possible en fait de les utiliser avec Electron, sauf qu'il faut faire juste attention à quelque chose, parce que l'intégration de Node dans le Chromium n'a pas été non plus simple, et certains symboles ont dû être en fait directement injectés. À savoir module, export ou require. Et le problème, c'est que ces fonctions-là ne sont pas les mêmes que, par exemple, celles de require.js. Et donc, justement, elles vont rentrer en conflit. Donc, dans la FAQ de Electron, en fait, ils expliquent comment, justement, régler ce souci pour vous permettre d'utiliser, justement, vos frameworks favoris et passer outre, en fait, cette limitation. Par contre, il faudra justement en fait renommer ces symboles si vous voulez pouvoir continuer à utiliser Node et les API Electron dans votre page. On peut désactiver complètement Node, hein, mais du coup là, vous avez une application web standard, vous n'avez plus aucune API Node, hein, donc c'est un peu radical. Donc là, on a une application où on peut rajouter des images. Donc maintenant, on va vouloir rajouter un petit peu de comportement plus natif. Donc on va rajouter par exemple un menu contextuel. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un menu contextuel côté front, mais ce n'est pas forcément évident. Là, vous allez voir en fait que tout simplement, il y a une classe qui s'appelle menu et une classe qui s'appelle menu item. Donc on va créer à la volée un menu contextuel très facilement. Donc là, notre menu contextuel, on va rajouter le fait de pouvoir effacer un élément. Donc ils ont une sorte de syntaxe un petit peu de templating. Donc on associe un label à une fonction. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre fonction va juste envoyer un petit message au main process en disant efface cette image-là. Donc là, on passe la référence dans l'image qu'on veut effacer. Et voilà, notre menu contextuel est déjà créé. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Voilà. Par contre, il va falloir faire un petit peu plus de code parce que va falloir signifier justement à notre front que notre mème a bien été supprimé, et donc on va devoir lui demander de se recharger en fait. Bon, pour info, on a codé aussi côté main, hein, c'est juste pour visibilité. Personnellement, moi j'ai fait des applications où je faisais du WebSocket et du coup je me retrouve pas mal dans la syntaxe. Honnêtement, ça me perturbe pas plus que ça. C'est vraiment de l'événementiel. C'est sur un événement, je fais ça et puis je peux même enchaîner les événements. Il n'y a pas de. Le fait de rentrer dans Electron n'a pas été monstrueux, quoi. Et du coup, on va implémenter une petite notification. Voilà, pour faire encore plus native. Donc là, on va rajouter des notifications. Donc je pense que si vous avez déjà fait des notifications, il y a une API HTML5 pour faire des notifications. Le plus, c'est que là, en fait, c'est stylisé en fonction de l'OS. Vous avez vraiment une notification native. Donc pour l'anecdote, par défaut, Mac désactive les notifications en mode présentation. Donc les 2 premières fois qu'on l'a joué, on ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Et ça marche plus. Voilà.
Ça c'est beau, ça fait plaisir. Il faut savoir que du coup, là on vous montre finalement très peu d'intégration, parce que bon, on va pas vous montrer tout, mais encore une fois, il y a beaucoup d'intégration native. Donc dans la doc, en fait, ils expliquent pas mal de choses, même des choses spécifiques à certains OS. Donc typiquement, l'intégration à des menus. Bah, si vous utilisez Windows 10 par exemple, vous voyez qu'il y avait, il y a des tasks, des derniers files utilisés. Donc vous pouvez reproduire tous ces comportements-là. Il y a aussi côté macOS. Il y a aussi la barre de progression. Vous pouvez faire la barre de progression directement dans votre barre des tâches. Enfin, tout ça, il vous montre comment faire et vous voyez à chaque fois le code et finalement c'est un peu de description. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc c'est vraiment l'intégration native, elle était vraiment poussée très loin et spécifique à chaque OS. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une force. Donc pour le packaging, il y a donc le plugin qui a été fait par Electron pour packager qui s'appelle Electron Packager, qui est un CLI en fait. Donc tout simplement, par exemple, on a rajouté la commande Electron Packager point, donc qui va cibler tout le contenu du dossier dans lequel on se situe. On va venir pouvoir définir les plateformes qui sont ciblées. Donc là, on a mis juste Windows pour les besoins de la présentation. Et on va pouvoir définir une architecture. Là, cette petite option prune, là, on a mis un petit peu du temps à la trouver. C'est-à-dire qu'elle va permettre de ne pas embarquer les dev dependencies en fait, dans le package. Parce que faut avouer que c'est assez conséquent en fait, en termes de taille. Je pense qu'il y a encore d'autres optimisations qui peuvent être faites. C'est vrai qu'on n'a pas trop poussé de ce côté-là. Mais déjà, ça vous allège quand même de manière significative la taille de vos packages. Donc là, après, tout simplement, comme n'importe quel script NPM, on l'appelle avec la commande run. Et ça ne marche pas. D'accord. Bon, vas-y, efface le vieux répertoire, vas-y. Allez. Oui, je vais faire ça. Non, en fait, on ne sait pas pourquoi. Là, il l'a répété 50 fois, ça, et puis depuis il y a 2 heures, ça ne marche plus. Donc, Voilà, et là, ça fonctionne. A priori, mon Mac ne veut pas supprimer les dossiers. Peut-être des questions de droit, mais bon. Donc voilà, donc là, on voit que tout simplement, en fait, il va créer le package pour notre plateforme Windows. Et pour vous prouver que ça marche bien et que c'est pas du pipeau, j'ai mis une petite VM Windows en fait dans lequel on a directement collé le package produit. Donc vous voyez, bon, il y a quelques DLL. A priori, il est possible en fait de rajouter une option ASAR qui va vous créer une archive exécutable en fait. Ce qu'on n'a pas fait là pour le coup, mais c'est vrai que c'est plutôt bien et en fait on le voit justement avec Atom où tout simplement on récupère un seul fichier. Donc voilà, donc si je l'exécute, on va voir que l'application se lance bien. Et que par exemple, si je supprime un mème, on va bien avoir les notifications, cette fois-ci, de Windows. Donc voilà, en termes de compatibilité par rapport aux OS, c'est vraiment bien, parce que justement, on va pouvoir écrire le code une seule fois et que ça fonctionne partout. Donc c'est vraiment sympa. Ah mince, j'ai fait depuis le début. On va recommencer. Donc maintenant qu'on a fait notre appli, on va parler un peu de finalement de ce qui va autour. Un premier truc, qu'est-ce qu'il fait lui ? Oui, voilà. Encore une fois, on est sur du Node, donc tout ce qui est librairie de testing sur Node, si vous en utilisez déjà, vous pouvez réutiliser les mêmes. La seule petite différence, ça va être pour des tests d'intégration. Donc vos drivers, web drivers que vous utilisez habituellement, ça peut fonctionner avec Electron, mais ils vous ont simplifié la vie. Donc ils ont fait du Spectron. Donc une petite librairie en fait qui va vous permettre de vous abstraire de tout ce qui est Chrome Driver. Donc ça va vous permettre finalement de gérer très facilement le cycle de vie de votre application. Vous allez pouvoir la démarrer, l'arrêter, la cracher, attendre des événements. Ça va être très facile de le faire. Encore une fois, ils ne vous imposent aucun framework de test. Donc là, j'ai mis un petit exemple que vous ne voyez pas à mon avis. C'est du Chai, mais rien ne vous empêche de faire autre chose. Là, donc encore une fois, c'est complètement open bar. Vous gardez vos habitudes. Donc encore une fois, c'est vraiment très intéressant, je trouve.
Donc le packaging, on a vu, donc on a utilisé Electron Packager, hein, qui est vraiment très facile d'utilisation. Il y a des options, mais au final, ça marche quasiment tout seul. Il y a donc le packaging en 32, 64 bits, Windows, Mac, Linux, ARM. Du coup, ça va vous permettre de faire votre application très facilement avec toutes les plateformes standards. Donc il y a même des distributions Linux particulières. Donc là-dessus, vraiment, ils vous prémâchent le travail. L'installeur Windows, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, il va falloir utiliser d'autres plugins. Et il va falloir signer votre application, il va falloir faire des déclarations. Enfin, il y a quand même du travail, mais encore une fois, la doc, elle est vraiment nickel là-dessus. Elle vous accompagne. Ils se sont déjà pris des murs, ils l'ont documenté, et du coup, ils vous expliquent comment faire. Donc, du coup, vous pouvez lancer dans ce genre d'aventure très facilement. Il y a la même chose pour les stores. Donc là, si vous voulez commencer à mettre sur les stores, voilà, pareil, ils vous expliquent comment faire, il faut des certificats, il faut des choses comme ça. Tout ça, c'est vraiment nickel en termes de documentation. C'est vraiment impressionnant. Donc les mises à jour, donc il y a déjà ce qu'il faut dedans. Donc ils utilisent le framework qui s'appelle Squirrel, donc qui est un framework qui n'est pas de GitHub, hein, mais c'est déjà open source. Donc ça, par contre, il n'y a pas de mystère. Hein. Il va falloir un petit service sur le net pour qu'ils puissent savoir quelles sont les dernières versions, les métadatas, etc. Donc ceux qui utilisent Visual Studio Code ou Atom, c'est ça. Hein. Enfin, il va vous dire il y a une nouvelle mise à jour. C'est ce genre de mécanisme. Donc vous pouvez faire vous-même votre serveur de release. Hein. Donc vous pouvez faire avec un projet qui s'appelle Electron Release Server. Donc là, c'est vous qui vous gérez, vous mettez des canaux, des choses comme ça. Ou sinon, vous pouvez vous baser directement sur les GitHub Release. Donc moi, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez déjà un serveur de release gratuit. Donc tant qu'à faire, autant en profiter. Hein. Alors du coup, au cours en fait de cet apprentissage d'Electron en fait et de la préparation de cette conférence, on a pu en tirer des points positifs, mais aussi des points négatifs. Donc tout d'abord, on l'a répété et répété tout au long de la présentation, la doc elle est vraiment super. C'est vrai qu'on a pu se lancer très rapidement. De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure en fait dans la première étape de notre démonstration, que très rapidement on peut ne pas utiliser Electron, en fait tout simplement instancier une fenêtre et puis faire notre application sans plus, et on aura une application desktop. Alors soit on profitera peut-être pas des fonctionnalités de la machine, mais c'est très rapide. La courbe d'apprentissage du coup, en fait à partir du moment où on connaît du JavaScript natif, il n'y a aucun problème, puisque c'est que des API en fait. Il n'y a pas de spécificité en fait dans la syntaxe à Electron. On a tout l'environnement de Node.js et toutes les librairies web pour le front. Ça, c'est vraiment quand même un gros point fort, parce qu'on peut développer très rapidement avec les choses qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Un seul navigateur à supporter. Je pense que tout le monde dans la salle s'est confronté avec des problèmes. Un client qui veut du IE8 ou des choses comme ça, et on se retrouve avec des problèmes de compatibilité affreux. Là, vous avez la garantie d'être sur 2 versions en dessous de Chrome. Donc ça vous fait gagner énormément de temps. Vous avez un confort de développement à ce niveau-là qui va vous éviter beaucoup de frustration. Et aussi le fait que c'est très actif, justement, voilà, le fait de pouvoir profiter des dernières fonctionnalités en fait de Chromium, c'est quand même super. Plutôt que de devoir attendre des releases super longues, là c'est vrai qu'ils interviennent très rapidement en fait sur les montées de version, et ça c'est vraiment génial. Tout à l'heure on vous parlait en fait de la sortie de la version 1 d'Electron, et en plus de la doc qui a été entièrement refaite à ce moment-là, ils ont publié en fait une super application qui est plutôt sympa, sur laquelle on s'est basé pour l'architecture en fait de nos dossiers. Cette application en fait, elle vous présente les API majeures en fait d'Electron, et elles sont accompagnées à chaque fois d'un snippet en fait qui fonctionne. Vous avez juste à cliquer sur un bouton Run et en fait ça vous montre qu'est-ce que fait ce snippet. Et du coup vous pouvez le récupérer très simplement dans votre application pour vous lancer. Et ça, c'est vrai que ils nous tiennent par la main, mais c'est vraiment agréable en fait comme Getting Started. C'est une bonne porte d'entrée. Et pareil pour l'architecture des dossiers, en fait, il y a des petits documents Markdown qui expliquent en fait leur choix pour l'architecture de leur projet.
avec des schémas. Et vraiment, ça nous a permis en fait, de ne pas se poser les questions en fait, de bootstrapping qu'on se pose quand on arrive sur une techno, qui vraiment des fois peuvent être vraiment agaçantes, où on se dit ah, comment je vais faire, mais si je fais ça, ça va peut-être me poser des problèmes. Là, on peut se lancer directement dedans. Pour les choses qu'on a un petit peu moins aimées, qui, c'est vrai, peuvent être dommageables, c'est par exemple, ils n'abstraient pas en fait, entièrement les spécificités de l'OS. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des moments où on va devoir se retrouver à faire en fait, une condition if OS is Darwin. Bah voilà, on fait un traitement spécifique à Mac ou à une autre plateforme. Ils ont privilégié en fait, pour toutes leurs API celles qui sont communes aux OS. Des fois, ils ont traité justement les spécificités entre chacune, par exemple pour les notifications ou les progress bars, où là, on ne va pas avoir besoin de gérer les spécificités, mais il y en a certaines où on doit le faire quand même, et il y en a même certaines qui ne sont pas implémentées tout simplement. Et là, c'est vrai que ça va devenir compliqué, c'est-à-dire que si vous voulez vous-même implémenter des fonctionnalités natives pour un OS, il va falloir vous plonger dans le code source, et il va falloir repackager Electron pour que ça puisse fonctionner dans votre application. On en parlait tout à l'heure, la taille du livrable. C'est vrai que nous, mine de rien, notre livrable là qu'on a exécuté sur Windows, il fait, dans mon souvenir, une centaine de MO, je crois. 150, je crois. 150. Ouais, voilà, 150. C'est quand même assez conséquent en fait pour une petite application comme ça. Mais bon, comme on vous l'a dit, il y a sûrement des optimisations qu'on n'a pas trouvées, où il faut fouiller un petit peu. Bah, pour info, Atom, je crois que c'est 80 mégas, je crois, leur installeur. Enfin, voilà, donc c'est dire qu'il y a quand même, il y a de quoi optimiser quand même. Et donc dernier petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de support mobile. Donc malheureusement, vous serez obligé de vous orienter vers une autre solution, comme par exemple React Native. Ou Android pour faire vos applications mobiles, ou tout simplement vous contenter d'un site web responsive en fonction de vos besoins par rapport à la machine sur laquelle tourne votre application. Voilà, merci d'avoir suivi du coup notre conférence. Merci à tous.